Salut, c'est Trado. Je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien au programme, l'évolution en cours, la préparation de la journée de trading pour mercredi, les trades possibles, le suivi de mon trade, les news et on retrouve ça juste après cette interview. Et nous voilà donc avec une baisse de 0,18%, une nouvelle baisse qui aurait pu être beaucoup plus importante puisqu'au pire de la séance, on a quand même abandonné la bagatelle de 1,11%, mais surtout ce qui surprend, c'est l'amplitude du plus haut au plus bas puisque sans égaler ce qui s'est produit sur la séance de lundi, on a quand même connu entre les plus hauts et les plus bas une baisse de près de 2%. Et l'addition n'est pas fortement salée, on va dire, hein, mais elle a suffi quand même à combler le gap ici des 4940-4948. Donc le gap disparaît et les espoirs qui allaient avec également. Nous avons également à analyser la forme de la bougie qui est particulière. Vous voyez, elle n'est pas si mauvaise que ça, cette bougie, parce qu'on termine dans le tiers neutre, ni dans le tiers baissier, ni malheureusement dans le tiers haussier, mais neutre. Et compte tenu de la couleur rouge, et bien voilà qui vient atténuer le message plutôt négatif. En tout cas, la longue mèche basse montre qu'il y a eu des intérêts acheteurs ou des stops qui ont été déclenchés sur des objectifs qui ont été ralliés et qui ont mis fin à la baisse. En tout cas, force est de constater que cette longue mèche basse, hein, qui a comme bougie, on va dire, jumelle celle du 21 août, hein, est assez encourageante. Alors les raisons qui ont justifié la progression ou plutôt la baisse du jour ne sont pas forcément très évidentes, hein, puisque on a des chiffres plutôt rassurants en Chine, des chiffres plutôt rassurants aux États-Unis, mais pendant que la Chine se reprend, que l'Asie augmente, remonte en termes de valorisation des marchés, et que les Américains également sont en pleine forme, eh bien l'Europe reste quand même assez atone, et certains disent que c'est l'augmentation de l'euro-dollar qui pénalise les exportations. Oui, pourquoi pas. En tout cas, c'est assez morne et plus que jamais, on suit ce grand triangle jaune, hein, et je vous remercie encore à ceux qui ont envoyé le mail de me l'avoir fait remarquer il y a quelques jours, hein, qui est un tracé très intéressant. Je le dis, je le répète, c'est pour moi l'alpha et l'oméga du chartisme actuellement. Soit on casse par le haut et on aura une impulsion haussière, soit on casse par le bas et on risque d'avoir une impulsion baissière, mais pour l'instant, tant qu'on est à l'intérieur, eh bien je pense pas qu'il soit justifié nécessairement de viser autre chose que des rebonds entre les côtés. Alors, vous voyez, le problème, hein, c'est ce qui mine les traders débutants, c'est de vouloir trader tout le temps. Et vous voyez, les contre-pieds sont nombreux. À titre personnel, vous le savez, j'ai pris un trade il y a quand même assez longtemps, ce qui commence à m'agacer un petit peu à cause de l'immobilisation du capital, mais c'est pas grave parce que je prends toujours des positions assez mesurées, puisque j'en prends plein en même temps. Mais en tout cas, vous voyez, il faut pas faire preuve de névrose, il faut pas faire d'overtrading, comme on dit, hein. Soit vous attendez que ça sort, soit vous prenez un trade comme moi qui a des objectifs qui sont amples, hein, et pas forcément au jour le jour, parce que là encore une fois vous faites stopper constamment quand on est en période de congestion comme ça, hein. Alors, ce qui nous amène à la possibilité donc d'avoir non, j'allais dire une bêtise, les indicateurs techniques disent rien. Regardez, la moyenne mobile à 20 jours, la moyenne mobile à 50 jours et la moyenne mobile à 7 jours se love, ça veut dire que la tendance est neutre, on est en dessous, on est au-dessus, etc. Bon, c'est même pas la peine de les regarder. Là aussi, hein, il faut vraiment savoir quand ne pas regarder les choses. Et pareil pour les bandes de Bollinger, je pense qu'un signal déterminant sera donné lorsque l'on aura cassé soit la Bollinger supérieure, soit la Bollinger inférieure. On risque d'avoir un mouvement violent, mais pour l'instant, ça congestionne et on peut dire globalement que tant qu'on restera à l'intérieur de ce triangle, enfin ce rectangle-là, il n'y aura pas grand-chose qui se produira. Mais il faut suivre quand même ces bandes de Bollinger qui peuvent donner le signal de départ. Ce qui nous amène également, je reviens pas sur la fourchette d'Andrews qui est toujours active, mais je l'ai dit tellement de fois que vous connaissez par cœur. Je reviens pas non plus sur les Fibonacci, hein. On a vu que bon, on est toujours en train de graviter entre les plus hauts et le retracement des 61,8%. Par contre, j'aimerais voir avec vous
les autres éléments techniques. Alors, encore une fois, je sais pas que je veuille me raviser, mais si on bosse pas sur quelque chose, ça sert à rien que vous veniez regarder mes vidéos. Donc, on en profite pour backtester. Et je vous rappelle que les backtests que je fais sont donnés à titre de partage. Et je souhaiterais que vous les approfondissiez et que vous les mettiez à votre propre sauce et que ensuite vous les appliquiez sur d'autres choses, hein. Donc c'est pas parce qu'il se passe rien sur le CAC 40 que vous pouvez pas travailler, quoi. Clairement, profitez-en pour backtester. Ce qui m'amène donc au backtest du jour et un backtest que je trouve assez intéressant. Donc c'est le MACD qui croise son signal comme ça et j'ai backtesté la chose suivante. J'ai regardé lorsque le MACD croise son signal à la baisse, comme c'est le cas aujourd'hui, hein, sur la séance de mardi. Les probabilités qu'il y a d'aller casser le SAR. Alors regardez, le SAR, vous le savez, il a été cassé à la hausse sur cette bougie-là, donc il est devenu positif. Donc maintenant, ce que je voudrais voir avec vous, c'est les probabilités qu'il y a, une fois que l'on a cassé le MACD, d'aller casser le SAR. Donc clairement, ça c'est notre objectif, quoi, hein. Et j'ai décidé de considérer que le backtest était réussi si on allait casser le SAR avant d'aller casser les précédents sommets et que le test il est perdu si on va casser les précédents sommets avant de casser le SAR. J'en profite pour revenir sur le backtest que j'ai fait hier et j'ai reçu un commentaire sur la chaîne YouTube fort pertinent qui disait que on était à 50% de chances de réussite, 50% de chances de perte. Encore une fois, petite parenthèse, ce ne signifie pas que le backtest ne serve à rien, hein, puisque encore une fois, l'essentiel du gain peut se faire sur un ratio gain-risque qui est en votre faveur, donc même avec un taux de réussite de 50%. Je referme la parenthèse. Et le commentaire disait oui, mais c'est parce que toi tu utilises un RSI assez réactif avec le RSI 10. Ici, vous voyez, et que les résultats seraient différents si on utilisait du RSI 14, par exemple, ou du RSI 12. C'est tout à fait vrai. Moi, mon RSI, je le veux réactif, mais il est tout à fait envisageable de rebacktester ce que j'ai fait avec du RSI plus lent, avec des signaux donc plus significatifs, à mon avis, hein, puisque c'est plus lent. Et là, vous aurez peut-être un résultat tout à fait différent. Donc, je vous invite à refaire le backtest avec un autre paramétrage RSI. Bref. Je reviens à mon MACD et c'est donc parti. Premier test ici qui a réussi. Vous voyez, le MACD croît son signal à baisse. C'était sur cette bougie. Et vous voyez bien qu'on a été cassé le SAR avant de repasser au-dessus des précédents sommets. Pareil pour cet objectif-là qui a été rallié. Vous voyez, alors là, on a cassé le RSI sur cette bougie. Non, le MACD a été cassé sur cette bougie, on a touché le SAR, et même bien enfoncé, hein, avant de repasser au-dessus des derniers sommets. Donc ça fait 2 succès. Je vais vous montrer un coup où ça ne marche pas, où ça n'a pas fonctionné. C'est... non, ici c'est un 3e succès, 4e succès, 1, 2, 3 échecs consécutifs. Pourquoi échec? On va en profiter pour le montrer, parce que vous voyez... Ici, on a eu le signal sur cette bougie, là. Ok, sur cette bougie, on a eu le signal. Mais on est passé un tout petit peu au-dessus du sommet ici, avant d'aller casser le SAR. Ok, donc c'est un échec. Échec aussi pour celui-là. 3 échecs, un succès, un 2e succès, un échec, 2e échec, un succès, un échec, un succès, un échec, 2 échecs, un succès, un échec, 3 succès. Et on arrive donc à 21. Et un taux de réussite de 57%. Et donc un taux d'échec de 43%. Donc taux de réussite de 57%. C'est pas mal, c'est pas mal. Est-ce que ça veut dire pour autant, hein, qu'il faut... à l'ouverture des marchés mercredi matin ou en clôture des marchés mardi soir, il aurait fallu vendre et spéculer à la baisse pour aller chercher le SAR? Non, 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 on peut pas faire ça, parce que si on fait ça, c'est pas bien, parce qu'il faut encore savoir à quel moment vous entrez, à quel moment vous sortez, à quel moment vous prenez vos pertes, à quel moment vous prenez votre profit, backtester, voir si ça donne quelque chose de bien. Tout ce qu'on peut dire avec pour l'instant l'analyse technique, c'est qu'il est plus probable sur 100 occurrences que l'on n'ait pas fait les plus bas et que l'on aille toucher le SAR,
davantage, hein, plus que l'on repasse au-dessus des précédents sommets. Donc clairement, sur ça, en l'occurrence, il y a plus de chances qu'on fasse ça plutôt qu'on fasse ça. Maintenant, je vous donne une indication en termes de ratio gain-risque. Il faut que ce soit en votre faveur parce que 57%, c'est pas non plus énorme. Ce qu'il faut chercher, c'est des cas comme cela. Regardez, là, je l'ai repéré pour vous. Pourquoi comme cela? Parce qu'au moment où le signal se produit c'est sur cette bougie-là, ok? Et là, vous voyez, sur cette bougie-là, on est, si on regarde la distance qu'il y a par rapport au précédent sommet, c'est 0,34%. Et la distance au SAR est à 0,6. Donc le ratio gain-risque, il est supérieur à 1. Donc c'est intéressant, un autre exemple ici, vous voyez, que j'ai repéré pour vous. C'est un peu plus loin. Mais je le retrouve plus. Mais enfin, bon, vous avez compris l'idée, hein. Il faut que le ratio gain-risque soit peut-être davantage en votre faveur pour compenser le fait, hein, que le taux de réussite soit assez faible. Justement, là, regardez. Là, pour le coup, ça marche aussi en ce moment, hein, puisque le SAR, il est à 2%. Non, ça marche pas en fait, hein. Le stop, il est à 2,8%. Si on le met au-dessus des précédents plus haut, ça veut dire clairement qu'il faudrait attendre qu'il y ait un rebond éventuellement avant de tenter ça, hein. On reviendra sur ça sur la partie trading. Ce qui nous amène également maintenant à l'Ichimoku. Bon, on en a parlé, je le redis une dernière fois, la lagging span a pris une volée de bois vert, c'était sur la séance d'hier. Pourquoi? Je le répète pour ceux qui l'ont pas vécu, parce qu'on avait ici une oblique qui était à surveiller. La lagging span au point près et aller chercher l'oblique, c'était à ce point-là, sur ce point-là. Voilà, ici, on est venu chercher au point près l'oblique avant de subir le courroux des traders Ichimoku et des algos qui se fixent là-dessus. Bon, bref, voilà. Du coup, c'est toujours neutre avec des courbes de l'Ichimoku qui sont plates, la SSA, la SSB est plate, la Tenkan est plate, la Kijun est plate, tout ça c'est plat et c'est plat. Ce qui nous amène donc aux trades possibles. Et voilà les trades possibles. À commencer, si vous avez un biais qui est baissier, vous pouvez justement trader à la baisse. Alors, vous pouvez utiliser ce qu'on a backtesté, bien que ça n'ait aucune validité, puisque je donne ça à titre de partage, mais 21 occurrences, ça suffit pas, mais vous pouvez backtester davantage. Donc, imaginons que les cours remontent un petit peu demain et qu'on se rapproche du point d'invalidation. Voilà, avec un stop loss à 1,68%. Et un objectif qui est d'aller chercher le SAR à 2,9%, par exemple. Vous avez un ratio gain-risque qui est excellent, donc comme ça passe. Si vous avez un biais qui est plutôt haussier, en fait, c'est ce qui se passe depuis pas mal de temps. Regardez, hein, l'idée, c'est de surfer entre les bornes du nuage, hein, enfin du triangle, hein. Si on s'approche, par exemple, de la partie basse du triangle avec un stop loss qui serait sous le support intermédiaire et en cas de sortie du triangle, par exemple, à 1,6%. Et si vous visez le haut du triangle à 3%, vous avez un excellent ratio gain-risque. Bon, à vous de peaufiner tout ça, mais c'est l'idée. Voilà, j'espère que ça vous a éclairé un petit peu. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regardez les vidéos de la fin de cette vidéo-là, notamment la mise à jour de l'analyse technique sur l'or. Il faut que je vous parle d'un produit que j'ai et qui pourrait vous intéresser, hein, qui est justement fourni par mon partenaire au coffre. C'est une carte de paiement avec de l'argent que vous disposez dessus, mais en fait cet argent il est directement investi sur l'or, donc vous utilisez votre or pour payer. Voilà, ça s'appelle Veracash et Veracard, je l'ai, il faut que je vous en parle. Voilà, à demain pour la mise à jour.